Ici Mike Retro. Elle est aveugle, mais elle voit ce que personne d'autre ne remarque. Lui, il marche dans l'ombre. Mais l'ombre, ce soir-là, a un parfum de peur. Bienvenue dans Bobard sur Bobine, l'agence qui remue les pellicules comme d'autres retourne les cadavres. Aujourd'hui, on rouvre un dossier classé. Seul dans la nuit. Wait Until Dark pour les amateurs de VO et d'angoisse sous tension. Alors installez-vous, baissez la lumière et surtout, ne vous fiez pas à vos yeux. Ici, c'est dans le noir que la vérité surgit. Prêt pour l'enquête? Très bien, on entre dans l'ombre. Seul dans la nuit, réalisé par Terence Young. Repérage. Ombre chinoise sur pellicule, une icône et la peur en embuscade. 1967, l'Amérique s'embourbe dans le bourbier du Vietnam. Les gosses fument du flower power et le cinéma, lui, tangue entre rêves psychédéliques et cauchemars domestiques. Au milieu de ce maelstrom, un film fait profil bas, entre dans la pièce sans faire de bruit et te fout une baffe dans le noir. Wait Until Dark, traduit sans chichi en français par « Seul dans la nuit », c'est ce genre de pellicule discrète qui t'attend dans le coin d'une ruelle et t'attrape par le col au moment où tu baisses la garde. Derrière la caméra, Terence Young, un vieux briscard du suspense british. Le gars avait déjà secoué les têtes avec Sean Connery dans les premiers James Bond. Dr No, Bon baiser de Russie, Opération Tonnerre, rien que ça. Mais ici, il range la vodka martini et sort les allumettes. Ce qu'il veut, c'est de l'angoisse en gants de velours. Un thriller en chambre noire. Pas besoin d'explosion quand le frisson peut grimper comme une goutte de sueur le long de l'épine dorsale. À l'écran, la douce Audrey Hepburn fait un virage à 180 degrés. Fini les robes Givenchy et les balades romantiques. Dans Seul dans la nuit, elle est Susie Hendricks, une jeune femme devenue aveugle après un accident. Pas une aveugle de cinéma genre canne blanche décorative et sixième sens magique. Non, une femme réelle, perdue, vulnérable, qui s'accroche au moindre son comme un noyé à une planche pourrie. Et face à elle, le diable. Alan Arkin, costard sombre et regard d'entomologiste. Un psychopathe qui se déguise, manipule, menace. Un Harry Roth de l'enfer. Mais avant d'aller plus loin, remettons les choses en ordre. Seul dans la nuit est l'adaptation d'une pièce de théâtre signée Frederick Knott. Le même Knott qui avait pondu. Le crime était presque parfait, mis en bobine par Hitchcock. On reste donc en famille, celle où on tue d'abord, on cause après. Broadway l'avait accueilli en 1966 avec Lee Remick et un certain Robert Duvall. Succès sur les planches. Un an plus tard, Hollywood se jette dessus. Mel Ferrer, producteur du film et mari d'Hepburn à l'époque, sent le coup. Il monte le projet et pousse sa femme dans ce rôle à contre-emploi. Et la magie noire opère. Le tournage, lui, commence début 1967. Une partie se joue en studio, l'autre dans les rues de Greenwich Village à New York. L'atmosphère du quartier, avec ses briques rouges et ses escaliers métalliques, donne le ton. Une ambiance de souricière. Le piège est déjà là. Il ne manque plus que la victime. Le film sort à l'automne 1967. Pas de feu d'artifice dans les critiques, mais une tension palpable dans les salles.
Les exploitants sont même invités à éteindre toutes les lumières pendant les 8 dernières minutes du film. Le noir total, le vrai. Le genre de trou noir qui ne pardonne pas. Le genre qui avale le popcorn et les certitudes. Voilà pour la mise en place. Maintenant que la scène est dressée, que les rideaux sont tirés et que la peur commence à suinter dans les coins, il est temps de suivre les ombres. Filature. La poupée, le noir et les 3 salopards. Puzzle de terreur à huis clos. Tout commence à Montréal. Une jeune femme, Lisa, planque de l'héroïne dans une poupée de chiffon. Un jouet d'apparence anodine, mais qui pèse lourd dans les valises. Quelques doses de mort en sachet. La filière est bien rodée, mais l'engrenage déraille dès que Lisa, sur le tarmac new-yorkais, croise un type à la tête d'ange noir, Harry Roth. L'œil froid, le sourire de travers. Elle sent que quelque chose cloche. Alors elle improvise. Elle refile la poupée à un type lambda rencontré dans l'avion, Sam Hendricks, photographe au regard franc et aux épaules larges. Il croit rendre service. Il se trimballe la poupée sans savoir qu'elle traîne derrière elle un cortège de cadavres. Sam rentre chez lui, dans son petit appartement en rez-de-chaussée à Greenwich Village. Il retrouve sa femme, Suzy. C'est là que les ennuis commencent, et ils ont des visages. Le premier à frapper, c'est Mike Tallman, ancien escroc au cœur pas tout à fait sec. Puis, Carlino, flic déchu et brute de décoffrage. Enfin, Harry Roth entre en scène. Le vrai méchant, le cerveau, le marionnettiste. Il a la poupée en ligne de mire et Suzy en otage désigné. Et voilà notre trio qui monte une pièce de théâtre dans le théâtre. Un con game millimétré, un bal des faux semblants où chaque escroc joue un rôle pour manipuler la jeune aveugle. Mike devient un vieux pote de Sam. Carlino, un inspecteur. Harry Roth, un duo d'acteurs, père et fils. On se croirait dans un mauvais vaudeville si la menace ne suintait pas à chaque réplique. Suzy, elle, fait de son mieux. Elle se cogne au meuble, doute de ses perceptions, et sent que quelque chose cloche. Et ce quelque chose, c'est l'odeur de la peur. Celle qu'on reconnaît même dans le noir. Elle n'est pas seule. Gloria, la gamine du dessus, au caractère bien trempé, finit par se rallier à sa cause. Elle confirme les incohérences, les mensonges, les absences suspectes. La toile d'araignée se révèle. Suzy comprend qu'elle est au centre d'un piège et que la clé, c'est cette foutue poupée. Alors elle planque le jouet, joue les naïves, fait mine de tomber dans le panneau. Mais dans sa tête, le plan se précise. Elle est seule. Le téléphone est coupé. L'extérieur est un autre monde. Si elle veut survivre, elle doit devenir l'ombre dans la nuit. Et c'est ce qu'elle fait. Ampoule après ampoule, elle plonge l'appartement dans le noir. Total. Harry Roth entre, pensant avoir affaire à une victime en panique. Il tombe sur une louve blessée, prête à mordre. Le reste, c'est de l'histoire du cinéma. La scène finale est une leçon de suspense. Harry Roth s'avance dans l'obscurité, un briquet à la main. Il gratte une allumette, elle souffle dessus. Il tente le frigo, elle le débranche. Une valse de ténèbres. L'électricité devient une arme. Et le monstre, privé de sa lumière, redevient un homme. Un homme vulnérable, à la merci d'une femme qu'il pensait briser. Suzy frappe. D'abord avec l'ammoniaque, puis le couteau. Quand la lumière revient enfin, c'est elle qu'on retrouve vivante. Repliée contre le frigo, écorchée mais debout. La poupée, toujours là. Mais à ce stade, plus personne ne s'en soucie. Le vrai combat, c'était pour l'âme. Interrogatoire. Les visages du crime, les ombres en coulisses et les notes qui grincent. Le cerveau de l'affaire. Terence Young. C'est pas le premier type venu. Ce n'est pas non plus le gars qu'on verrait derrière un huis clos angoissant avec une icône de la grâce en détresse. Et pourtant, le bonhomme avait ses lettres de noblesse, celles écrites à l'encre d'adrénaline. Il avait cadré James Bond, 3 fois, s'il vous plaît.
et savait comment garder un œil sur la montre sans lâcher l'attention. Ici, il fait tout l'inverse de Bond. Pas de filles faciles ni de gadgets qui explosent. Il enferme le spectateur dans une boîte à chaussures. Et puis, il commence à serrer le couvercle. Lentement. Jusqu'à étouffement. Young, c'est le type qui comprend que le danger, ce n'est pas un hélico qui vous poursuit sur une falaise. C'est un inconnu qui sait votre prénom dans le noir. Il gère l'espace comme un joueur d'échecs. Chaque pas dans l'appartement devient une menace. Chaque porte qui s'ouvre, un piège. Chaque silence, un coup de feu muet. La victime volontaire. Audrey Hepburn. Audrey, la reine de Breakfast at Tiffany's, la princesse de Sabrina, la grâce en mouvement. Et là, elle débarque en robe sobre, l'œil vide, la main tâtonnante, et te fout un frisson dans l'échine. Elle est Suzy, et Suzy ne voit rien. Mais Audrey, elle, voit tout. Elle joue la peur, l'incertitude, la défiance, la colère, et puis la détermination. Ce rôle, c'était pas un caprice. Elle s'y est plongée comme un flic dans une planque longue durée. Elle a bossé à la Lighthouse for the Blind de New York. Elle a refusé les artifices, pas de lentilles opaques, pas de tricherie. Tout est dans le jeu, dans l'écoute, dans la retenue. Sa performance, c'est pas du spectacle, c'est de la survie filmée. Et quand elle éteint les lumières une par une, c'est pas juste un effet de style. C'est un manifeste. Dans mon monde, la lumière ne sauve personne. Le diable en chemise noire, Alan Arkin. Alan Arkin, c'est pas un acteur, c'est un scalpel, froid, précis et foutrement coupant. Son Harry Roth, c'est pas le méchant de pacotille avec une moustache à friser. C'est un esprit malade, un manipulateur en gants blancs. Il joue plusieurs rôles. Le père Harry Roth, le fils Harry Roth, le spectre Harry Roth. Et à chaque fois, il change de peau sans cligner des yeux. Il est calme, trop calme. Il est drôle, mais t'as pas envie de rire. Il est poli et tu sens qu'il va te planter entre deux côtes. C'est pas pour rien que des pointures comme Rod Steiger ou George C. Scott ont refusé le rôle. Terroriser Audrey Hepburn, ça se fait pas. Sauf si t'es Arkin. Lui, il ose. Et il le fait bien. Les seconds couteaux, affûtés. Richard Crenna, Mike Tallman. C'est le voyou qui doute. Un peu paumé, un peu humain. Son regard fuit. Il sait qu'il va trop loin. Et ça le ronge. Jack Weston, Carlino. Lui, c'est du brutal. Ex-flic pourri, muscles alloués. Il cogne d'abord. Il réfléchit jamais. Le genre à finir dans un coffre de voiture. Ephraim Zimbalist Jr., Sam Hendricks, est plus en retrait. Il n'est pas là pour faire des étincelles. C'est le point d'ancrage, le mec qui déclenche l'histoire sans s'en rendre compte. Il est loin quand ça chauffe, et c'est peut-être mieux comme ça. Et puis il y a Julie Hérode, dans le rôle de Gloria, la gamine teigneuse qui devient l'alliée de fortune de Suzy. Elle sort des planches de Broadway avec ce rôle dans les poches, et elle ne le lâche pas. Sa justesse, sa rébellion, ça donne du relief à ce monde d'adultes pourris jusqu'à la moelle. Ambiance, la bande-son du malaise. Henry Mancini. Mancini, c'est pas qu'un gars qui compose des musiques jazzy pour des panthères roses. Ici, il sort l'artillerie lourde de l'angoisse. 2 pianos, désaccordés d'un quart de ton. Le résultat ? Une dissonance qui donne l'impression que ta moelle épinière se contracte. Les notes grincent, gémissent, rampent sous la peau. Pas besoin de cuivre triomphant ou de violon larmoyant. Juste 2 pianos qui se battent dans un couloir sombre. Et ça suffit à te donner envie de vérifier que ta porte est bien verrouillée. Reconstitution. Quand la peur devient lumière et que le noir révèle la vérité, il y a des films qui te divertissent. Et puis il y a ceux qui t'interrogent, te remuent, t'obligent à voir le monde avec des yeux neufs ou à t'imaginer sans. Seul, dans la nuit, appartient à cette dernière catégorie. Sous son apparente simplicité, une femme aveugle, des bandits
une poupée piégée, se cache une réflexion sur la perception, la peur et la résilience. Une vraie, pas celle qu'on brode sur des t-shirts. La perception comme terrain de guerre. Ce film, c'est un combat entre le vu et le su, entre l'illusion et la compréhension. Tout repose sur ce que Suzy perçoit sans voir. Les truands construisent un décor, une fausse réalité, une maison de poupée où elle serait le jouet. Mais Suzy écoute, sent, doute. Elle ne peut pas vérifier avec ses yeux. Alors elle devient détective à l'aveugle. L'ironie, c'est que ceux qui voient passent leur temps à mentir, tandis que celle qui ne voit pas apprend à déchiffrer le réel avec une acuité quasi animale. Les sens affûtés par le danger, le cerveau dopé à l'instinct. Le spectateur, lui, est piégé au même titre. Il voit tout, et pourtant il est dans le noir. Parce que ce qui compte ici, ce n'est pas ce qu'on voit, mais ce qu'on comprend trop tard. La vulnérabilité comme camouflage. Suzy est au départ le cliché de la victime parfaite. Belle, fragile, aveugle. Elle incarne toutes les peurs collectives. Le handicap, l'isolement, la dépendance. Mais ce cliché, elle le démonte, pièce par pièce. Elle se bat, non pas comme une héroïne d'action, mais comme une femme qui n'a plus d'autre choix que de survivre. Ce n'est pas de l'héroïsme, c'est de la nécessité. Elle n'a pas de réplique badass, juste du sang-froid, de l'intelligence et une maîtrise croissante de son territoire. Elle transforme son appartement en piège pour ses agresseurs, en terrain familier où l'obscurité devient sa meilleure alliée. Le climax du film n'est pas seulement une montée de tension, c'est une inversion symbolique. Harry Roth, l'homme qui voyait tout devient aveugle. Suzy, elle, règne sur les ténèbres. L'angoisse domestique, le home invasion en talons feutrés. Dans la grande famille des thrillers, seul dans la nuit entre par la petite porte du home invasion. Ce sous-genre où le danger n'a pas besoin de forêts sombres ni de ruelles mal famées. Il entre chez vous avec un sourire et des chaussures propres. Mais ici, le danger est poli, presque civilisé. Les escrocs frappent à la porte, jouent un rôle, te servent du madame et du mademoiselle. Ils jouent à domicile, dans ton salon. Et c'est précisément ça qui fout la trouille. L'idée que le mal ne crie pas, ne frappe pas. Il s'installe. Il murmure. Il manipule. Harry Roth, ou le mal absolu. Alan Arkin ne joue pas juste un méchant. Il incarne le mal, pas celui des super-vilains ou des mafieux en costard. Un mal plus intime, plus froid. Un homme sans scrupules, sans affect, qui change de masque comme d'autres changent de cravate. Son plaisir, c'est le contrôle. Sa jouissance, c'est la peur qu'il lit dans les autres. C'est un prédateur urbain, un vampire sans cape. Dans ce contexte, Suzy devient la figure inverse. Non pas une final girl façon slasher, mais une survivante du réel, de l'ordinaire. Une femme qui refuse de se laisser détruire par l'injustice, le hasard ou la violence masculine. Un héritage qui suinte encore. Le film a essaimé. On en retrouve les germes dans les yeux de Julia, Don't Breathe, Hush. Chaque fois, un personnage sensoriellement diminué, mais stratégiquement supérieur. Chaque fois, un huis clos, une menace invisible, une tension qui grimpe, comme le prix de l'essence. Mais seul dans la nuit reste unique par son élégance, sa retenue. Il ne fait pas dans l'horreur graphique. Il joue sur les nerfs, pas sur les tripes. Et c'est pour ça qu'il tient encore debout, des décennies plus tard, quand tant d'autres thrillers ont fini à la casse. Bouclage. Une ampoule qui claque, un souffle coupé et le silence qui hurle encore. Seul dans la nuit, c'est pas juste un film. C'est une expérience. Un piège à tension, une leçon de mise en scène, un huis clos qui te serre la gorge jusqu'au générique. Et surtout, c'est une rencontre inoubliable entre deux forces contraires. La vulnérabilité, incarnée par Audrey Hepburn,
et la menace absolue signée Alan Arkin. Ce face-à-face, c'est pas un duel classique. C'est une guerre froide dans un salon minuscule. Une bataille de nerfs, de silence, de faux semblants. Une danse macabre où chaque pas compte et où la lumière devient l'ennemi. L'intrigue, si on la dépouille de ses couches de jeu et de poudre blanche, tient en quelques lignes. Une femme seule, 3 hommes dangereux, une poupée pleine de poison. Mais ce qui fait la force du film, c'est tout ce qui ne se dit pas. Tout ce qui est suggéré. La peur tapie dans les coins. L'odeur de la trahison. La montée lente, inéluctable, vers l'affrontement final. Et cette scène, ce moment de noir total, où seule subsiste la lumière du frigo, où chaque allumette devient un cri, chaque pas un coup de semonce. Ce climax n'est pas juste un tour de force technique, c'est un manifeste. Une façon de rappeler aux spectateurs que, dans le noir, tous les monstres sont réels. Ce film aurait pu être daté, oublié, recyclé dans les marges des anthologies. Mais il résiste, parce qu'il touche quelque chose de profondément humain. Cette peur ancestrale de ne pas voir, de ne pas savoir, de ne pas pouvoir fuir. Et cette force intérieure, indomptable, qui pousse à se battre quand il ne reste plus rien. Dernier mot pour les héros. À Audrey Hepburn, qui a mis sa fragilité au service d'un rôle exigeant et en a tiré une force de légende. À Alan Arkin, qui a osé glacer l'écran en terrorisant une icône. À Terence Young, qui a prouvé qu'un film pouvait te laisser sans voix sans jamais élever la sienne. Et à tous ceux qui un jour ont été seuls dans la nuit, au propre ou au figuré, ce film est pour vous. C'était Mike Retro, chroniqueur cinématographique, inspecteur des ombres et des bobines perdues. Si vous avez vu le film, dites-moi ce que vous avez ressenti à la minute où l'appart s'est plongé dans le noir. Et si vous ne l'avez pas vu, eh bien, qu'est-ce que vous attendez pour éteindre la lumière ?